Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Ceci est la 22e édition du JT Intelligent, le seul JT sans maquillage. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un troublant parallèle historique entre 1940 et 2014, c'est-à-dire l'année où j'enregistre cette vidéo. Alors pourquoi ce parallèle? Eh bien parce que les Français sont un peu perdus, comme en 1940, et vous avez des gens dans l'espace public qui commencent à se réclamer, par exemple, de Pétain. On pense à Éric Zemmour, par exemple, qui commence à tresser des lauriers à Pétain. C'est assez intéressant. D'autres font alliance avec des ennemis de la France. Donc je vais essayer de vous résumer un peu tout ça en faisant un parallèle assez simple, mais je pense pas simpliste, qui permettra d'y voir peut-être un peu plus clair sur les enjeux actuels, parce qu'on sait maintenant avec le recul historique qui était qui et qui jouait quel jeu et dans quel but. Donc ce recul historique devrait permettre de mieux comprendre l'attitude d'un certain nombre d'acteurs actuels, sachant que je pense moi que les forces et les êtres humains ne changent pas, même à 70 ans d'écart, et que à chaque période importante de l'histoire, on va retrouver les mêmes courants, les mêmes alliances avec des ennemis, avec des amis, etc. Et les patriotes vont se dégager, tandis que des collabos vont se dégager aussi. Donc je vais vous donner cette grille de lecture, et puis libre à vous ensuite d'en faire ce que vous en voudrez. Alors déjà, évidemment, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire la cause de la guerre, la cause de la défaite, la cause des causes, comme dirait l'autre. Alors, en 40, certains disent que c'était le nazisme, la cause des causes, ou d'autres que je ne sais quoi. Très clairement, aujourd'hui, on sait que c'était la gauche et le Front populaire allié avec les communistes qui étaient la cause principale, majoritaire de la défaite. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, diaboliser Pétain, moi je veux bien, mais enfin, à condition de diaboliser 100 fois plus Léon Blum, voyez, et le Front populaire et les communistes. Et je vous renvoie à mon livre noir de la gauche, qui démontre à quel point ces gens-là se sont couchés devant le nazisme et ont préféré, par électoralisme, donner les congés payés et faire de la démagogie, du populisme, plutôt que de prendre les problèmes à bras-le-corps et de dire, bon, la France va mal, elle a des ennemis en face, qu'est-ce qu'elle peut faire pour empêcher la défaite, justement bon. Et donc, vous aviez le Front populaire qui disait, De Gaulle le raconte dans ses mémoires, il va voir Léon Blum en 1936, il lui dit, mais Monsieur Blum, il faut développer notre armée, des blindés, etc. En face, ils s'arment. Et Léon Blum dit non, je ne pense pas, et puis il vaut mieux la paix avec ces gens-là. Donc ce sont des gens voilà, qui sont dans l'apaisement. Alors, à qui est-ce qu'ils correspondent aujourd'hui? Eh bien, faut bien dire que le Parti Socialiste n'a pas changé, puisque Léon Blum, c'était le Parti Socialiste. D'ailleurs, il s'en réclame, hein, il faut bien garder en tête de qui se réclament les gens. Ça en dit très long sur leur attitude pendant la guerre, enfin, leur attitude qu'ils auraient eue pendant la guerre, s'ils avaient vécu à cette époque-là. Donc on a tout lieu de croire que les socialistes, évidemment, auraient mené la même politique que Léon Blum, puisque Léon Blum était socialiste, et qu'aujourd'hui, on comprend mieux la politique socialiste à laquelle s'est ralliée la prétendue droite française, donc c'est là où c'est quand même catastrophique, et il faut bien reconnaître là aussi que la droite française en 38-39, en Paul Reynaud et tout ça, Daladier, c'était pas terrible, et c'était quasiment la gauche aussi. Donc l'UMPS, comme on l'appelle, eh bien, c'était le Front populaire et les communistes. C'est ceux qui disaient non, tout va bien en France, élisez-nous, on est encore en démocratie, puis vous allez voir, tout va bien se passer. Et on a vu le résultat. Alors, le résultat en 2014, cela pourrait être la victoire, non pas du nazisme, puisque le nazisme est mort et enterré, mais de l'islam, naturellement. Alors, il y a énormément de similitudes entre le nazisme et l'islam, on le sait, Mein Kampf et le Coran sont antisémites au possible, ce sont des valeurs qui sont vraiment à l'opposé de la France, aussi bien le nazisme que l'islam. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est une idéologie à tendance mondialiste, c'est-à-dire que les frontières, ils s'en fichent pas mal, les patriotes nazis, je vais vous en parler après, parce que certains jouent là-dessus, mais
Bon, en 40, les nazis voulaient juste occuper la France. Donc là, il y a un phénomène de colonisation de l'islam, il faut bien le constater avec les mots qu'il faut, et pas se cacher derrière notre petit doigt, ne pas se voiler la face. Donc les nazis ont occupé la France, l'islam colonise. Alors c'est pas une occupation militaire, etc., mais enfin dans certaines banlieues déjà, vous avez des gens qui font la loi, et qui imposent leur mode de vie, leurs mœurs à la population française. Donc ça, je pense que je révèle rien à personne. Donc voilà, alors là où je compare nazisme et islam, c'est que c'est une conséquence et non pas une cause. Hein, ça, il faut bien. C'est pas l'islam qui est l'ennemi de la France et qui est la cause de tous ces malheurs. Hein. Ça, c'est une conséquence parce que quand le pays s'affaiblit, vous avez des forces qui viennent s'installer. Et donc aujourd'hui, celle qui se rapproche le plus du nazisme, c'est l'islam. C'est une idéologie fanatique, ce sont des gens qui sont prêts pour certains musulmans, mais justement, les musulmans les plus fanatisés terrorisent la majorité, soi-disant, modérée. Et alors, comme par hasard, les nazis, vous aviez une minorité aussi qui terrorisait une majorité d'Allemands. Donc là, on a bien un parallèle qui se tient. Et ça en dit long sur les gens qui veulent faire alliance avec l'islam. Et je vous rappelle que l'UMP et le PS financent massivement les mosquées, traitent d'islamophobe ou de raciste quiconque ose dire que ah non, l'islam c'est vraiment pas compatible avec la France, et que ce n'est pas l'islam qui est en train de s'intégrer à la France, mais c'est la France qui est en train de s'intégrer à l'islam. Donc nous avons évidemment des différences, hein. C'est pas une armée d'occupation qui vient faire la guerre, on a changé d'époque. Et en même temps, l'islam a pratiqué ainsi depuis 1400 ans, donc on sait très bien ce qui va nous arriver. Jacques Ellul, l'intellectuel écologiste, le prévoyait déjà en 1989, si vous regardez ses textes, c'est très clair. Et 1400 ans d'histoire, je vous renvoie au livre noir de l'islam, 1400 ans d'histoire permettent de voir très clairement ce qui va se passer. Donc ce ne sera pas une occupation, encore que, rappelez-vous, en 40, la France a été divisée en deux. Vous aviez la France occupée, puis la France libre, enfin la France non occupée, disons. Eh bien, en islam, c'est un peu pareil, là vous avez des territoires, alors c'est plus par des taches de léopard qu'une France en deux, puis avant que les nazis aient tout envahi, évidemment, et là, l'islam, ça sera un rapport de force, donc la natalité étant plus importante, etc., enfin je vous passe les détails. Donc ce parallèle me paraît tout à fait juste et justifié, et permet de voir ensuite des gens comme Alain Soral et ses copains, puisqu'il en a beaucoup maintenant, comme les Doriot et Déa de l'époque. Alors, autre parallèle intéressant, Doriot et Déa, c'était des gens de gauche, d'extrême gauche, enfin, des fous furieux d'ailleurs, qui parlaient un peu comme Soral, d'ailleurs, c'est assez marrant, et qui disaient il faut faire l'alliance. Alors, une fois que les nazis ont occupé le pays, là, c'était encore plus clair, puisqu'ils voulaient carrément mettre en place, Vichy pour eux, c'était des gens timorés, c'était des modérés, donc il fallait vraiment mettre en place le nazisme en France, hein, c'était ça, ils voulaient une Europe nazie, comme Hitler, et donc Hitler n'a pas joué cette carte-là parce qu'il avait bien vu que ça causerait trop de problèmes. Donc là, voilà le destin qui attend ce cher Alain Soral. Si jamais même l'islam, ses grands copains, prennent le pouvoir en France, ils s'appuieront pas sur lui pour diriger, puisque Hitler ne s'était pas appuyé sur Doriot et Déa pour diriger la France. Mais il s'était appuyé sur Pétain. Alors, qui pourrait être le Pétain actuel? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est plutôt Zemmour et puis tous ceux qui le soutiennent. Alors ça va du Front National à Riposte laïque, qui est pourtant contre l'islam, mais rappelez-vous, le parallèle tient en ce sens que ce qui plaît chez Pétain, c'est, je sais pas d'ailleurs, moi j'ai un peu de mal, mais c'est d'avoir restauré un certain patriotisme. Bon. Sauf que c'est un patriotisme qui échoue lamentablement. Il est un peu stratège parce que, déjà il arrive après la défaite, parce qu'avant quand même il a sa part dans la défaite, c'est-à-dire qu'il n'a pas armé la France. Si je prends l'exemple de Zemmour, il n'a pas, malgré puisqu'il fait partie du système, hein, Zemmour c'est un secret pour personne, il passe des centaines d'heures dans les médias chaque année, depuis 10 ans. Ce qui en fait l'une des personnalités françaises les plus médiatiques. Et aujourd'hui on voit bien le rapport... le rapport entre la médiatisation et la collaboration avec le système. Bon. Donc, Zemmour, c'est normal qu'il se réclame de Pétain et qu'il explique je ne sais pas quoi sur les Juifs.
parce qu'il passe tant et plus dans les médias, et il désarme en fait, donc il est un alibi du système, comme le FN au niveau électoral, ce qui fait croire à des patriotes que les élections pourraient... C'était ça le maréchal Pétain, il ne faut jamais l'oublier, il avait la grandeur de Verdun, les Français lui faisaient confiance, et donc ça avait tendance à les rendre complètement apathiques, alors qu'il fallait résister naturellement. Mais le maréchal était là, de sa stature, pour dire non, mais vous inquiétez pas, la patrie n'est pas en danger, je suis là. Et aujourd'hui, le Front National, c'est un peu ça, et Zemmour aussi, comme par hasard, et puis tous ceux qui les soutiennent, les postes laïcs et autres. Le Front National est là pour dire votez pour nous, et puis vous verrez quand on sera au pouvoir. Sauf que, évidemment, le système est verrouillé par l'ennemi, le NPS, enfin par les modérés qui sont en fait ceux qui se couchent devant tous les lobbies, parce que je pourrais citer tout un tas de lobbies, mais l'ennemi principal aujourd'hui qui menace, qui est le plus aux portes, là, le plus dans notre vie, c'est pas les États-Unis, c'est pas le lobby juif ou je sais pas quoi, c'est l'islam. Donc vous avez ce parallèle qui est assez frappant, je trouve, et qui ne manque pas de me surprendre. Je ne sais pas s'il vous surprendra aussi. Alors, vous avez d'autres parallèles encore, comme les ligues. Alors, vous savez, les ligues, c'était le colonel Larocque et autres, donc des gens plutôt patriotes, plutôt droits, plutôt qui défendent des valeurs, qui vont dans la rue. Alors là, je vous donne une petite idée de qui ça peut représenter aujourd'hui. Donc des gens qui vont dans la rue, mais ils s'arrêtent, ils ne vont pas jusqu'au bout, et puis finalement, ils ont un peu sonné l'alarme en disant « Attention, là, en France, ça va pas. Les élites sont corrompues, elles font n'importe quoi. » Et pourtant, ils s'arrêtent et ils ne vont pas jusqu'au bout. Donc, au final, alors ça deviendra pour beaucoup des résistants ensuite. Donc, ce qui peut donner une idée de ce que la Manif pour tous va devenir, puisque c'est de ça dont je parle évidemment. Ce sont des gens qui vont par millions dans la rue, puis qui s'arrêtent au dernier moment en disant voilà, nous on est gentils, on ne veut pas faire de mal à ce pauvre gouvernement qui nous écrase pourtant de taxes et puis de lois complètement débiles pour faire un homme nouveau à la communiste, hein, très clairement, comme ils sont, puisque comme en 1936, sont des communistes, des néo-marxistes. Donc la Manif pour tous, ce sont l'équivalent des ligues de l'époque. D'ailleurs, ils ont souvent été comparés par Caroline Fourest ou d'autres aux ligues de 34 qui voulaient... Mais les ligues de 34, elles étaient, en l'occurrence, elles avaient tellement d'honneur, alors là c'est là où trop d'honneur tue l'honneur, c'est qu'au bout d'un moment, à être trop gentil, on se fait écraser la gueule, puisque ça ne s'est jamais passé dans l'histoire de France qu'il y ait autant de monde dans la rue aussi souvent, et que ça soit autant mis sous le boisseau par les moyens modernes que sont l'AFP et autres, en disant non, vous étiez 3 en fait. Dans la manifestation, vous n'étiez pas 1 million, vous étiez 3,5 en fait. Ou 4 si vous voulez, mais voilà. Donc voilà, on a des ligues à l'époque qui expriment le mécontentement de manière très courageuse d'ailleurs, qui exprime, alors avec un fond d'antisémitisme, etc., ça on va me ressortir ça, mais enfin, moi je suis patriote, hein, c'est pas mon... Je ne me bats pas pour qu'il n'y ait plus d'antisémitisme en France. C'est pas ma priorité. Ça peut être la priorité des Juifs, mais là aussi, il ferait bien de se poser la question, qu'est-ce qui nourrit l'antisémitisme? Et ça, je vous renvoie à mon livre sur la judéomanie. Donc je ferme cette parenthèse-là, parce que c'est trop facile de dire « Ah oui, mais les ligues, elles étaient antisémites. » et donc, bon. Moi, je vois des gens patriotes, français, qui disent « Le gouvernement est corrompu. » Et aujourd'hui, je vois, parce qu'on va dire aussi dans la Manif pour tous, il y a des gens qui sont antisémites, etc., ou qui sont, je ne sais pas quoi, homophobes. Alors voilà, ça c'est la nouvelle... C'est sûr qu'en 1934, on reprochait à personne d'être homophobe. Hein, maintenant. C'est parce que la gauche et l'extrême gauche et les communistes ont pris d'autant plus le pouvoir en France. Ils sont au pouvoir aujourd'hui, et donc ils ont créé des nouveaux qualificatifs comme ça, qui n'existaient pas il y a 70 ans, homophobe, islamophobe. Alors, il y avait qu'antisémite qui existait déjà. C'était moins puissant naturellement qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui il y a eu la Shoah, et donc, évidemment, cette Manif pour tous n'ira jamais jusqu'au bout et ne sait pas quoi faire, en fait. Ils manifestent, et puis, comme les ligues ne savaient pas quoi faire. Et donc, la défaite est a priori inévitable s'il ne se passe rien, à moins qu'elle ait déjà eu lieu. Donc ça, c'est encore autre chose. Et donc, une résistance est en train d'émerger. Alors, des gens qui ne sont pas du tout connus, pour l'instant, ou très peu, enfin, comme l'était le général de Gaulle et Jean Moulin. C'était des gens, voilà, ils ont émergé du fait de la résistance. Et donc, il me semble, après avoir analysé cette liste, que je me situe dans ce camp-là. En toute humilité, mais
je me dis gaulliste, donc c'est pas forcément un hasard non plus, si vous regardez bien. Alors c'est vrai que l'UMPS, et notamment à l'UMP, ils se disent gaullistes. Bon, De Gaulle, il n'était pas dans les partis, que je sache. Voilà. Lui, il luttait contre les partis, donc aujourd'hui, il est parti, sans jeu de mots, en 1946, quand les partis ont commencé à refaire leur chienlit, et chienlit qu'il dénonçait. Donc voilà. L'UMPS aujourd'hui, c'est la 4e République en fait. Et puis donc pour la période de 40, c'était la période qui précédait, donc la 3e République, qui était très proche de la 4e République, et le régime des partis qui avait échoué à faire de ce pays un pays puissant et qui pouvait se défendre face à des gens comme Hitler. Voilà. Donc, est en train de s'organiser de manière un peu... voilà, avec les moyens du bord, comme en 40, avec certains appuis, alors pas forcément étrangers encore que, moi, quelqu'un comme Oscar Freisinger, je le comparerais bien à Churchill, voilà, avec sa démocratie directe, avec son courage, et puis il est venu quand même pas mal faire des tours en Europe pour soutenir les différents patriotes. Il s'est fait piéger à certaines reprises, mais pas trop, je trouve, et donc... voilà, vous avez ce système-là. Alors je ne sais pas qui sont les De Gaulle ou les Jean Moulin, mais en tout cas dans cette tendance-là, moi je m'y inscris très clairement. J'espère que vous aussi, si vous regardez cette vidéo, ou que si vous ne vous y inscrivez pas encore, vous allez nous y rejoindre, parce que je pense que c'est la seule manière de relever ce pays et de faire en sorte que... Alors pourquoi, oui, je vais peut-être terminer là-dessus, pourquoi je me situe dans cette... Enfin, quel est le parallèle? De Gaulle... il a toujours parlé de victoire, alors que les pétainistes parlaient de gérer la défaite. Il a toujours parlé des blindés, donc il a une analyse voilà, sur l'ennemi, en tout cas l'ennemi qui a occupé la France, donc en l'occurrence les nazis. Et donc moi, aujourd'hui, il faut critiquer l'islam très durement, je pense, pour être crédible dans ce pays, parce que l'islam n'a rien à voir avec la France. Il faut bien expliquer que ça n'a rien à voir avec les musulmans en eux-mêmes, puisqu'ils n'y sont pour rien. Eux, ils essayent de vivre avec leur famille, etc. Donc il faut prendre la défense des gens, mais il faut bien reconnaître qu'on est dans un pays qui a des valeurs, et que l'islam et l'islamisation n'est pas compatible avec ce pays, avec ses valeurs. Ah oui, j'ai oublié d'ailleurs un groupe, un autre parallèle, c'est l'Action française, puisqu'à l'époque, justement, vous avez des gens très, très courageux, parfois antisémites, c'est pour ça que je dis, c'est pas le critère principal que je vois moi. Et donc à l'époque, vous aviez des gens qui, par exemple, le 11 novembre 40, c'était que des gens de l'Action française qui ont manifesté contre l'occupant et qui se sont fait tirer comme des lapins. Aujourd'hui, eh bien, devinez qui c'est? L'Action française aussi, ils n'ont pas bougé. Alors eux, on peut remarquer leur constance. Et puis on peut ajouter à l'Action française des gens comme les identitaires, par exemple, ou le réseau identité pour les différentes... Alors voilà, ce sont des gens qui sont courageux, et ils vont lutter frontalement avec l'islam, etc. Je pense que c'est pas la bonne stratégie, c'est pas suffisamment productif, enfin il n'y a pas d'effet final recherché clair, parce qu'il manque là pour le coup de stratégie, ce qu'avait eu De Gaulle. Alors c'est là où je reviens à De Gaulle, c'est que lui il est allé prendre la BBC, notamment, c'est ça qui lui a permis d'émerger, et donc comme je le dis souvent, depuis des années, De Gaulle avait la BBC, nous on a Internet, donc c'est sur Internet qu'on va percer, qu'on est en train de percer déjà, et on va mettre en place une stratégie, en tout cas il faut le souhaiter, pour essayer de faire ce que De Gaulle est parvenu à faire, sachant que les situations sont différentes, et donc il y a plein de choses qui vont devoir être modifiées. Mais en tout cas, voilà, pour ce parallèle, je pense que c'était intéressant. Il me vient d'autres idées en même temps que je vous parle, comme par exemple l'Alliance. Vous pourrez vous dire, mais riposte laïque, qu'est-ce qu'ils ne sont pas pétainistes? Enfin, ils défendent Zemmour, qui défend Pétain, bon. Et puis, ils sont de gauche. Alors, oui, justement, Pétain, on l'oublie souvent, mais c'était un républicain modéré, que la gauche actuelle a classé à l'extrême droite, parce que c'était plus facile, comme ils ont classé le nazisme à l'extrême droite, alors qu'à chaque fois, ce sont des gens de gauche. Hitler, c'est quelqu'un de gauche, national-socialiste, bon, tout comme les communistes, enfin voilà, donc tous ces gens, tous ces totalitaristes-là sont de gauche. Pétain était de gauche,
On rappelle qu'en 1935, un journal de gauche qui s'appelait Candide a fait un sondage, parce que voilà, on est dans ce parallèle-là. En 1935, le journal Candide fait un sondage pour savoir quel est le patriote qui peut relever la France. Un journal de gauche. Alors, qui est désigné? Pétain. Eh oui, parce que c'était un républicain. Donc, cette fable de l'histoire de « oui, il voulait mettre à bas la République, etc. » C'était un républicain. Donc lui, ensuite, il a profité de la situation. Et toute la gauche, ou une bonne partie de la gauche, l'a rejoint de l'époque, l'a rejoint dans la collaboration. C'était des gens, des communistes, puisqu'il y avait le pacte germano-soviétique, donc comme Riposley, voilà. Donc là, le parallèle me paraît assez clair, et j'espère qu'il vous alimentera votre réflexion, parce que quand on a ce genre de grille de lecture, on voit mieux le rôle d'un Alain Soral, par exemple, qui gonfle les pectoraux, un peu comme Déa et Doriot. Bon, Déa et Doriot, on sait leur niveau de patriotisme. Quand on fait alliance avec l'ennemi nazi, en quoi est-ce qu'on est patriote? Alors ça, il faudra bien m'expliquer. Donc moi, les gens qui font l'alliance avec l'islam aujourd'hui en disant qu'il faut une réconciliation nationale ou je ne sais quoi, ça me fait doucement rigoler. On ne peut pas faire une alliance avec des gens qui nous colonisent. Ou alors on n'est pas patriote. Mais bon, on sait très bien pourquoi il le fait. Voilà, pour le coup, c'est pour s'allier avec l'ennemi principal selon lui, à savoir les juifs et les sionistes ou je sais pas quoi. Donc il se dit plus la France s'islamise, et d'ailleurs il milite pour le financement de mosquées et tout ça, donc c'est très clair, lui aussi, hein, comme l'UMPS d'ailleurs. Mais bon. Donc c'est pour ça ça converge. Donc plus la France s'islamise, pour Alain Soral, mieux c'est, puisque plus l'islam étant intrinsèquement antisémite, plus les gens vont devenir antisémites comme moi, se dit-il, et donc plus ils vont virer le lobby sioniste, parce que il est tellement obsédé par les juifs que pour lui c'est la seule chose qui compte. Bon. Et il a déjà tourné kazakh puisqu'il écrivait que les Arabes et les Noirs, je ne sais plus comment il écrivait ça, mais enfin, il était contre la civilisation française ou je ne sais quoi. Donc voilà, vous avez une image là un peu assez précise, assez nette, je pense, qui s'est clarifiée dans mon esprit assez récemment. C'est pour ça que je voulais tout de suite la partager avec vous. Pour ce JT Intelligent numéro 22, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain JT Intelligent. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.